Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Décrypter l'info, une chaîne dédiée bien évidemment à l'actualité française et étrangère, mon analyse de l'actualité, car aujourd'hui les Français font de moins en moins confiance aux médias mainstream, contrôlés par des milliardaires, et on le voit bien, certains sujets sont totalement orientés, ou bien les médias oublient de parler de certains sujets importants. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de créer cette chaîne pour vous apporter mon analyse. Aujourd'hui, bien évidemment, je vais parler de Bayrou, je vais parler de pognon des Français, où est passé le pognon des Français, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la France sur le plan économique. Oui, le départ de François Bayrou était inévitable et non, ce départ ne va certainement pas régler les problèmes du pays. Sans surprise, 28 septembre, le Parlement a donc refusé de voter la confiance à François Bayrou, entraînant ainsi la chute de son gouvernement. L'épilogue attendu d'une séquence politique engagée 2 semaines plus tôt, lundi 25 août, date à laquelle celui qui était alors encore notre Premier ministre annonçait engager la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, conformément à l'article 49.1 de la Constitution, et sollicitait donc sa confiance en amont du débat parlementaire à venir sur les questions budgétaires. Un pari extrêmement risqué, pour ne pas dire le choix non assumé du renoncement de la part d'un homme se sachant dans l'incapacité de gouverner, dans la mesure où, déjà au cœur de l'été, la présentation des grandes lignes du projet de budget 2026 n'avait suscité qu'indignation, rejet et protestation de la part de la population, mais également de l'ensemble des partis d'opposition, partis représentant, on le rappelle, une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les Français, dans le pays qui a le plus haut taux de prélèvement obligatoire, ils ne comprennent pas qu'on vient leur faire les poches et qu'on vient leur demander des efforts quand, par exemple, de l'autre, on verse 15 à 20 milliards d'euros de prestations sociales sans aucune condition. La seule mesure qui serait raisonnable, ce serait celle qui consisterait, par exemple, à mettre en place ce qu'on appelle la taxe Zuckman. C'est une taxe de 2% sur le patrimoine des plus riches. La taxe Zuckman, on estime son rendement à peu près à 20 milliards d'euros. Dès lors, sachant que toute tentative de passage en force sur le budget a répondu à une censure immédiate, la chute du gouvernement n'était qu'une question de temps. Et en sollicitant une confiance qu'il ne pouvait pas obtenir, François Bayrou n'a fait au final qu'avancer la date de ce qui apparaissait comme inéluctable, comme d'autres choisissent la date de leur mort pour partir dans la dignité. En conséquence, c'est donc une nouvelle phase de la crise politique dans laquelle la France est plongée depuis maintenant 3 ans, qui est désormais ouverte. Une phase, une de plus, qui malheureusement risque bien de ne pas servir de résolution à la crise en question, une crise qui devient très profonde. Et ce qu'elle se conclut, nous n'aurons encore à l'heure où nous tournons cette vidéo, par la nomination d'un nouveau Premier ministre macroniste suffisamment dévoué ou inconscient pour accepter le poste, ou simplement un haut fonctionnaire mis à la tête d'un gouvernement des techniques. Au final, c'est le cornu qui a été celui qui va se sacrifier. Malheureusement, on aurait pu rêver, on aurait pu dire que Macron donnerait sa démission, mais ce n'est pas le cas. Car cette crise politique ne tombe évidemment pas du ciel. Derrière elle, ce sont en réalité d'importants dysfonctionnements socio-économiques qui sont à l'œuvre, créant des conditions de l'instabilité et rendant par là même la France ingouvernable, malgré des institutions spécialement conçues pour assurer une forme de continuité dans la conduite des affaires de l'État. Or, ces dysfonctionnements graves, profonds, que François Bayrou avait la prétention avec son budget de 2026 de surmonter, et sur lequel il s'est dit qu'il allait se casser les dents, il apparaît malheureusement qu'aucun des partis politiques représentés dans l'hémicycle, qu'aucune des personnalités aspirantes à nous gouverner n'est aujourd'hui à même d'y apporter le moindre élément de résolution, faute d'en saisir la nature exacte et l'ampleur réelle. Alors pourquoi, fondamentalement, François Bayrou s'est-il retrouvé acculé à la démission? Quel est exactement le piège dans lequel notre pays est aujourd'hui pris et qui semble ne lui laisser aucune échappatoire?
Sommes-nous véritablement condamnés à une instabilité permanente venant à son tour nourrir une dépression économique et sociale qui inéluctablement finira par nous emporter tous? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble dans cette vidéo. Je tiens à vous rappeler que ma chaîne est totalement indépendante, c'est moi qui ai décidé de la créer et qui avait envie d'apporter un diagnostic et une évaluation. Revenons donc à nos moutons. Depuis 51 ans, tous les ans, les dépenses s'accroissent, les déficits se répètent et les dettes s'accumulent. Mesdames et messieurs, les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Le réel demeurera inexorable. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration politique générale conformément à l'article 50 de la Constitution. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Ça, c'est un classique dans ce genre de conditions. 2 jours fériés supprimés pour l'ensemble des travailleurs français, des milliers d'emplois en moins dans la fonction publique, une moindre prise en charge des dépenses de santé, la baisse nette une fois prise en compte l'inflation des moyens attribués au principal ministère, la fameuse année blanche évoquée sans plus d'explications dans les médias, ou encore l'instauration de nouvelles taxes, comme par exemple sur les colis, autant de mesures évoquées le 15 juillet dernier par François Bayrou, a alors supposé permettre l'élaboration d'un budget 2026 placé, on s'en doutait, sous le signe des sacrifices exigés des Français. L'objectif affiché est celui de combattre le déficit public, celui donc cumulé des collectivités locales, de la sécurité sociale et surtout de l'État et des organismes indépendants, et ce afin de stopper la dette de la France, soit plus réalistement d'en freiner l'augmentation, toutes ces mesures n'ayant en réalité pas vocation à ramener les comptes publics à l'équilibre et donc à engager le désendettement de l'État. Nous en sommes très loin, mais simplement à limiter le déficit public à un niveau jugé raisonnable. Et sans surprise, ces pistes de réflexion ont suscité un véritable tollé, fait plonger la popularité de celui qui était alors encore Premier ministre à un niveau abyssal et rendu le souhait de voir le gouvernement renversé par une motion de censure plus forte que la peur de l'instabilité qu'une telle censure ne pouvait manquer de provoquer. À cela, des raisons évidentes. Déjà dans la mesure où leur mise en œuvre allait objectivement rendre la vie plus difficile à quasiment toutes les catégories de la population, les solutions avancées étaient fondamentalement impopulaires. Chefs d'entreprise, actifs et inactifs, riches et pauvres, jeunes, vieux, malades, agents de la fonction publique, petits élus locaux ou simples citoyens avec le budget 2026, version Bayrou, tout le monde allait d'une manière ou d'une autre passer à la caisse. Or, une telle politique peut éventuellement être acceptée, faute d'être appréciée, si chacun a l'impression que les efforts que l'on exige de lui ont un sens, que son sacrifice contribue à régler les problèmes et permet d'aller de l'avant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sentiment qui domine, bien au contraire. Aujourd'hui, les contribuables français ont surtout l'impression que, quoi qu'il arrive, leur argent, durement gagné, sera purement et simplement gaspillé, jeté par les fenêtres, par les individus qui tiennent les rênes de l'État et qui, dans un an, exigeront encore davantage d'eux dans un pays à la situation encore un peu plus dégradée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Si cette désagréable impression domine actuellement, ce n'est certainement pas dû au hasard. Souvenez-vous, en 2025, les Français vont payer et ce sera pire en 2026. C'est ainsi que le 18 octobre dernier, il y a donc près d'un an, l'éphémère Premier ministre, Michel Barnier, exigeait de nous des dizaines de milliards d'euros d'efforts répartis entre hausse d'impôts et baisse de dotations aux services collectifs, sachant pertinemment que ça n'empêcherait pas la dette publique de se creuser encore et qu'un an plus tard, il faudrait réclamer encore davantage aux Français. C'est à chaque fois la même litanie. Et en cette rentrée politique 2025, après les 40 milliards déjà obtenus l'an passé, ce sont donc 44 milliards d'euros supplémentaires que Bayrou espérait. Enfin, espérait-il vraiment? La question reste en suspens. Que François Bayrou espérait nous faire payer, que ce soit directement ou indirectement, via la dégradation de tout ce qui fait notre qualité de vie. Tout cela pour que dans un an, au nom d'une dette qui aura encore continué de se creuser,
à la faveur d'un déficit déjà envisagé à 4,6% du produit intérieur brut et qui sera sans doute revu à la hausse à la faveur d'annonces à venir d'une croissance économique au final moins élevée que prévu. Même si là, pour cette année, ça va être un petit peu plus. Certainement, la photo française, on commence à avoir l'habitude. On vient à nouveau nous expliquer que sur le budget 2027, il va falloir se serrer la ceinture pour permettre à l'État de trouver 40, 50 ou 70 milliards d'euros supplémentaires. Le même scénario encore et encore et encore, où chaque année, nous payons un peu plus cher pour des services publics toujours plus dégradés, pour un État qui ne remplit clairement plus ou à minima de moins en moins sa part du contrat et avec toujours plus l'impression de n'être que les pigeons d'une gigantesque affaire d'escroquerie en bande organisée. Car c'est de cela qu'il s'agit. À un moment donné, la colère qui résulte de cette impression prend de l'ampleur. Deux cas de figure se présentent alors. S'il existe dans le pays une force politique à même d'offrir un débouché à cette colère en proposant un projet suscitant l'adhésion d'une majorité, dans ce cas, le changement peut arriver très vite, et on aimerait l'espérer. Dans le cas contraire, la situation peut continuer de pourrir pendant très longtemps et les pays restent ingouvernables. Après Michel Barnier l'an dernier, c'est donc désormais François Bayrou qui a hérité d'une telle situation. Nous avons effectivement des partis d'opposition. Pour faire simple, on a la France Insoumise et le Rassemblement National, puisque les autres se cantonnent à faire de la figuration. Eh bien, aucun de ces partis d'opposition n'est en capacité de gouverner du fait de bases sociales trop réduites et d'ailleurs du fait qu'ils passent leur temps à se neutraliser mutuellement. Ils n'en sont pas moins tenus à chaque vote important de faire obstacle au gouvernement constitué, ne reste qu'afin de satisfaire leur base électorale, de ne pas apparaître comme complices de politiques massivement rejetées et in fine de continuer à exister à minima en tant que force d'opposition, à défaut d'incarner une issue sérieuse pour le pays. Sur le projet de budget 2026, si le débat parlementaire avait été mené à bien, le gouvernement aurait évidemment été censuré à son terme après tentative de passage en force par 49.3. En demandant la confiance, François Bayrou n'a donc fait qu'avancer de quelques mois la date de sa chute inévitable. Ça, c'est évident. Mais inévitable, cette chute l'était-elle réellement? Après tout, notre désormais ex-premier ministre n'aurait-il pas pu tout simplement proposer un meilleur budget pour la France? Un budget qui aurait globalement satisfait les Français et contraint par là même les partis d'opposition à en accepter les grandes lignes. Le problème ici, c'est que la marge de manœuvre dont disposait François Bayrou était en fait particulièrement étroite. D'ailleurs, assez ironiquement, on peut se demander si ceux qui, le lundi 8 septembre, ont voté sa mort politique et n'ont pas eu en amont de mots assez durs à son égard, auraient réellement pu faire mieux que lui et proposeraient demain un projet de budget plus satisfaisant s'ils étaient appelés à prendre sa place. Et si je dis cela, ce n'est pas tant évidemment pour dédouaner François Bayrou ou tenter de justifier ses choix, car François Bayrou est totalement responsable de ses actes. Son projet de budget était absolument catastrophique, que pour souligner à quel point la France est aujourd'hui contrainte, limitée dans ses choix économiques, engluée dans un piège dont il est particulièrement difficile de s'extraire, et ce, y compris avec la meilleure volonté du monde, volonté dont François Bayrou n'était clairement pas pourvu. Ce piège, vous l'aurez peut-être compris, c'est celui de la dette publique. Un piège dont le monde politique, les journalistes, experts en tout genre et de tous bords, nous parlent à longueur de journée, mais sans jamais sembler en comprendre la signification profonde ni les applications réelles. Et c'est donc ce que je vais tenter de faire ici. Commençons par les faits. Depuis maintenant tout juste 50 ans, donc ça a commencé effectivement dans les années 75, la France est en situation de déficit public constant. Cela signifie que depuis 50 ans, chaque année, nos administrations publiques, soit l'État, les organismes qui sont rattachés, les collectivités locales, les administrations de sécurité sociale, tout cela dépense plus d'argent qu'elles n'en perçoivent via les moyens normaux que représentent les taxes, impôts et cotisations sociales. Pour pouvoir continuer de financer tout ça, et notamment l'État central, dont le déficit représente la plus grande partie du déficit public total, sont contraints donc chaque année d'emprunter et donc de s'endetter. Pour cela, elles émettent ce qu'on appelle des OAT, obligations assimilables du Trésor, soit des titres de dette s'échangeant sur les marchés financiers qu'elles s'engagent à rembourser lorsqu'elles arrivent à une échéance donnée, en versant en prime chaque année des intérêts aux détenteurs de ces titres. Des détenteurs qui peuvent être des particuliers, mais ce sont surtout des banques, des compagnies d'assurance,
des fonds d'investissement et autres organismes de placement financier, gérant depuis la France ou l'autre bout du monde les portefeuilles des millions de clients établis partout dans le monde. En langage économique basique, le total des sommes en attente de remboursement, intérêts compris, produit des déficits cumulés et correspondant à l'ensemble des titres de dette en circulation, forme ce que l'on appelle à un instant T la dette publique. Une dette donc qui n'a de cesse de se creuser dans la mesure où tous les ans, les administrations contractent de nouveaux emprunts plus vite qu'elles ne remboursent ceux en cours. Ceci en partie pour financer de nouvelles dépenses et compenser de nouveaux déficits, mais également de plus en plus forcément pour payer les emprunts passés, arrivés à échéance et les intérêts de chaque année. Ces deux éléments constituant ce qu'on appelle la charge annuelle de la dette. La charge qui à son tour vient s'ajouter aux dépenses de l'État et creuser donc le déficit et justifier l'émission de nouveaux titres de dette. Et soyons clairs, le fait qu'un État puisse certaines années être en situation de déficit et se retrouver à emprunter de l'argent pour faire face à des dépenses imprévues, ce n'est absolument pas un problème. C'est même tout à fait normal. Mais lorsqu'on évoque la France de ces dernières décennies, et au-delà d'ailleurs la plupart des pays occidentaux, y compris ceux qui sont généralement cités en exemple et qui n'hésitent pas à nous faire la leçon sur notre mauvaise gestion, c'est de toute autre chose qu'il est en réalité question. Car avec le temps, le recours au déficit et à l'emprunt est devenu chez nous un mode de financement par défaut, dont l'État ne peut plus du tout se passer et dont la manière habituelle de l'évoquer en rapportant le déficit au produit intérieur brut ne permet pas véritablement d'en saisir l'ampleur. Ainsi, il nous est dit qu'en 2024, le déficit public équivalait à 5,8% de la richesse nationale. Difficile pour un profane de comprendre à quoi tout cela correspond réellement. Considérons donc plutôt le déficit en lui-même, soit la différence entre les recettes et les dépenses réelles des administrations, en nous concentrant tout particulièrement sur celles de l'État, telles que rapportées par la comptabilité nationale. Ainsi, nous voyons qu'en 2024, l'État français a dépensé 670 milliards d'euros, alors même que seulement 516 milliards sont entrés dans les caisses. En conséquence, en 2024, il manquait donc à l'État, pour assurer son fonctionnement, entre 150 milliards d'euros, soit tout de même 23% de ses dépenses totales. Un trou qui est considérable. Quasiment le quart des dépenses de l'État non couvertes qu'il a fallu, encore une fois, combler en faisant appel aux sociétés financières. Et c'est là que ça commence à devenir dramatique. Comment en sommes-nous arrivés là? Si vous voulez comprendre les causes profondes du mal français, je ne saurais que trop vous inciter à vous procurer des livres qui en parlent. Il y a aussi des sujets qui sont abordés sur YouTube qui le font très bien. Aujourd'hui, je vais me contenter de dire que l'endettement de l'État est le fruit d'un processus long entamé avec l'érosion de notre appareil productif à la faveur des premières délocalisations d'usines dans les années 70. L'affaissement de l'activité et le début du chômage de masse qui en ont résulté ont entraîné un tassement des revenus de l'État, en même temps qu'une explosion de ses dépenses destinées à pallier la situation et à entretenir l'illusion d'une prospérité relative, notamment via des politiques de redistribution, une embauche massive des fonctionnaires et un soutien au développement du secteur associatif. Autant de palliatifs dont il était plus simple alors de les mettre en place que de s'atteler à régler les problèmes de fond et qui à leur tour sont venus alimenter les dysfonctionnements à l'œuvre dans une sorte de cercle vicieux que personne n'a voulu regarder. Ajoutons à cela la cession par l'État de nombre de fleurons industriels et d'infrastructures qui lui garantissaient d'importants revenus, et d'ailleurs des hommes comme Macron ont contribué à cela. Ajoutons également quelques éléments d'ordre démographique tels que le vieillissement de la population et l'explosion en résultant de la proportion des retraités vis-à-vis des actifs, et nous avons là une idée générale de ce qui nous a conduit à la situation actuelle. Il faut que vous compreniez que la raison essentielle de la situation que nous connaissons tient en une seule formule. La France vit au-dessus de ses moyens. Le problème du déficit de la sécurité sociale se pose depuis l'an dernier. Avec le ralentissement de la croissance économique, les dépenses de sécurité sociale sont de moins en moins couvertes par les recettes. De plus, Macron, lors du Covid, a déplacé une partie des aides aux entreprises vers la sécurité sociale.
Donc il fut un moment où l'État a décidé de vendre les bijoux de famille avec la privatisation. Alors ça a réglé sur le moment certaines choses, mais au final ça a aggravé la situation de la France. Donc oui, cette situation où la France vit de son endettement pose aujourd'hui un très sérieux problème. Pas comme le prétendent d'autres, parce que passé à un certain niveau, la dette serait soit insoutenable, ou bien, on le voit, lorsqu'un crédit arrive à échéance, l'État peut parfaitement contracter un nouvel emprunt en émettant de nouveaux titres de cette dette pour le rembourser. C'est ce qu'on appelle faire rouler la dette. Dans ces conditions, tant qu'il se trouve des investisseurs pour prêter à l'État, les risques que ce dernier se retrouve en défaut de paiement sont en réalité extrêmement limités, voire quasi nuls. Mais si tout cela peut sembler rassurant au premier abord, c'est en fait précisément ce mécanisme qui dévoile la véritable nature de la dette. La dette, ce n'est pas simplement une donnée mathématique, un chiffre sorti d'un tableau Excel, la sortie d'un échéancier de paiement. C'est également un rapport social et un rapport de subordination. Si vous avez déjà emprunté une grosse somme d'argent à quelqu'un, ou simplement si vous aimez les films sur la mafia, vous le savez, devoir de l'argent à quelqu'un, c'est de fait lui être redevable, être son obligé. Et ce, tout particulièrement lorsque, sans les apports réguliers de votre créancier, vous vous retrouveriez du jour au lendemain dans la capacité de payer votre loyer et donc susceptible d'être jeté à la rue. Ou pire encore, dans le cas où votre bienfaiteur n'aurait qu'à claquer des doigts pour qu'une armée d'hommes demain débarque chez vous pour vous briser les jambes ou vous envoyer au fond d'un fleuve, les pieds coulés dans un bloc de ciment, comme on peut le voir dans certains films. Dans ces conditions, s'il venait à l'esprit de cette personne de vous demander de lui rendre quelques menus services, eh bien il conviendrait bien évidemment qu'il serait compliqué pour vous de lui dire non, et vous auriez une idée un peu plus claire de ce qu'être endetté signifie réellement. Or, ce qui est vrai ici pour un particulier, l'est également pour un État. Un État endetté, un État qui a constamment besoin de contracter de nouvelles dettes pour rembourser les anciennes, c'est de fait un État d'autant plus à la merci de ses créanciers que ces derniers disposent à son encontre d'importants moyens de pression, lesquels leur confèrent donc un pouvoir exorbitant. Car le jour où les créanciers décident pour des raisons qui les concernent de réduire leurs demandes, donc de ces fameuses aides, voire de mener une attaque spéculative contre lui, c'est-à-dire de s'entendre pour revendre massivement les stocks de dettes en leur possession, alors le pays concerné peut connaître des difficultés à emprunter, de quoi faire face à ses dépenses de fonctionnement et voir les taux d'intérêt de ces nouveaux titres mis sur le marché grimper en flèche. Sans même parler du risque pur et simple de défaut de paiement. Le seul roulement de la dette peut alors rapidement transformer la charge de la dette en fardeau. La moindre petite variation de taux d'intérêt amenant toujours d'importantes variations des intérêts effectifs à verser. Et la France en sait quelque chose, puisqu'en août 2025, une OAT à 10 ans sur la dette française était assortie d'un taux d'intérêt s'établissant autour de 3,5%, là où 10 ans plus tôt, le taux de la même OAT oscillait plutôt entre 0,9 et 1,1%. Conséquence, rouler la dette aujourd'hui suffit à creuser la dette à un niveau cependant qui reste pour l'heure relativement raisonnable si l'on considère le fait qu'au début des années 2010, au plus fort de la crise de la dette ayant frappé la Grèce, c'est-à-dire quand plus personne ne voulait prêter d'argent au pays, ce taux d'intérêt à 10 ans dépassait carrément les 35%. Comme quoi, nous sommes encore loin d'avoir touché le fond. Mais ça peut aller très vite. Néanmoins, le fait que les capacités de la France à se financer dépendent uniquement du bon vouloir des investisseurs n'en demeure pas moins extrêmement préoccupant. Tout simplement parce que dans ces conditions, les politiques supposées décider au nom du peuple des grandes orientations du pays n'en sont pas en réalité les véritables maîtres. De fait, dans un pays accro à l'emprunt, ceux qui détiennent le vrai pouvoir, ce sont ceux qui détiennent la dette, ceux qui prêtent à l'État les moyens de faire face à ses dépenses et qui ont la possibilité à tout moment de couper le robinet des liquidités et de provoquer son effondrement. Confrontés à cette menace constante, les gouvernements n'ont donc guère d'autre choix que de tout faire pour satisfaire les créanciers. Et donc, on le comprend aisément, de veiller à ne jamais mener, quand bien même il se serait fait élire sur une toute autre promesse de politique allant à l'encontre des intérêts de ces mêmes créanciers. Mais alors, justement, les intérêts des créanciers d'un pays comme la France, quels sont-ils? Il y a bien sûr ce qui est le plus évident,
les montants versés chaque année par l'État au titre des intérêts de la dette. Pour autant, aussi étonnant que cela puisse paraître, là n'est pas le principal enjeu pour les détenteurs d'OAT. En effet, pour un investisseur, le principal attrait des obligations d'État, ce n'est pas leur rentabilité, souvent bien moindre que celle espérée lorsqu'on pratique l'achat ou la revente d'actions ou de produits financiers plus complexes. L'intérêt des OAT, c'est avant tout qu'elles représentent un placement particulièrement sûr, qu'elles constituent pour les compagnies financières un parfait matelas de sécurité en complément à d'autres placements plus risqués mais plus rentables. C'est donc une garantie bien utile pour sauver la mise le jour où les bourses s'effondrent. C'est pour cette raison que les obligations d'État demeurent particulièrement prisées et ce, indépendamment du taux en vigueur au moment de leurs émissions. Ce qui implique également autre chose, à savoir que les investisseurs, les banques d'affaires, les fonds de pension, les compagnies d'assurance et autres gestionnaires de portefeuille ont besoin pour sécuriser leurs investissements et assurer la rentabilité du capital que les États émettent constamment de nouvelles OAT qu'ils se doivent de posséder en quantité d'autant plus importante que grandit la masse totale de capital financier en circulation. Dit plus simplement, les investisseurs ont intérêt à ce que les États s'endettent toujours plus de manière à pouvoir leur prêter toujours plus et ainsi protéger leurs autres investissements toujours plus importants. Investissements d'ailleurs dont la rentabilité reste le principal enjeu pour les investisseurs, ce qui signifie qu'en plus d'avoir besoin que les États leur empruntent de l'argent, ils ont également tout intérêt à ce que ces mêmes États mettent en place les conditions de cette rentabilité. Soit qu'ils lèvent toutes les contraintes à la libre circulation des capitaux, de manière à ce que ces derniers puissent être investis là où les coûts de production seront les moins élevés, qui suppriment tout empêchement au libre-échange et à la délocalisation des emplois jusqu'ici occupés par des Français, donc vers l'Asie ou en Europe de l'Est, et qu'ils bradent tous les secteurs d'activité potentiellement rentables, y compris ceux qui représentent un intérêt stratégique pour la nation. Bref, les investisseurs ont un intérêt majeur à ce qu'un pays comme la France pousse toujours plus loin les transformations économiques structurelles qui précisément ont été engagées ces dernières décennies et qui nous ont précisément menés à la situation que nous connaissons aujourd'hui où les moyens de production de richesse ont quitté le territoire, où les ressources de l'État se sont taries et où le recours systématique à la redistribution a remplacé l'activité. Ce qui pour les investisseurs tombe parfaitement bien puisque notre État n'a alors d'autre choix que de s'endetter un peu plus chaque année auprès d'eux. Ainsi, la boucle se trouve bouclée. Plus la France se vide de ses richesses, et plus elle a besoin d'emprunter. Et plus elle emprunte, et plus elle se trouve sous la coupe de ceux qui ont intérêt à la vider de ses richesses. Une aubaine pour les entités financières, mais pour la France, on le voit, un piège mortel dont s'extraire semble particulièrement compliqué. Car si demain nous décidions souverainement de mener à nouveau des politiques visant à produire de la richesse en remettant en cause, par exemple au hasard, les traités de libre-échange, ayant favorisé la destruction de notre industrie et en achevant en ce moment même de tuer notre agriculture, nul doute que les marchés financiers nous feraient aussi payer cette décision en spéculant massivement contre notre dette afin de nous étouffer sous les taux d'intérêt, nous forçant ainsi à rentrer dans le droit chemin. En plus, globalement, le fait est que tant que la France vivra dans une situation de déficit constant, tant qu'elle aura besoin en permanence que les sociétés financières internationales épongent les dépenses de notre État, alors nous vivrons sous cette menace, nous serons condamnés à être les esclaves de ces sociétés et nos dirigeants politiques n'auront d'autre choix que de mener toujours plus loin les mêmes politiques qui depuis 50 ans nous tuent petit à petit et menacent aujourd'hui de nous emporter pour de bon. Il s'agirait plutôt d'engager au plus vite la rupture nécessaire avec toutes les politiques ayant mené le pays à la crise, de transformer en profondeur notre modèle économique afin de bâtir un nouvel appareil productif, et en parallèle de cela, de stopper net le besoin pour l'État de se financer sur les marchés en ramenant le budget à un équilibre que nous n'avons plus connu depuis 1974. Et tout cela implique des changements tellement profonds, tellement radicaux, avec un tel impact immédiat sur la conduite du pays et sur la vie des gens qu'absolument aucun politique, aucun intellectuel,
aucun journaliste, même parmi ceux qui ne seraient pas directement au service de la finance, n'ose ne serait-ce qu'envisager une telle solution, sans même parler de réfléchir aux détails pratiques de cette mise en œuvre. Dès lors, tous en sont réduits à accepter le piège de la dette et ne concevoir la politique que comme un moyen de continuer les choses comme avant, avec toujours moins de richesses à partager, toujours plus de dépenses à engager et toujours plus de dettes à faire rouler. Chacun ne se distinguant concrètement de l'autre que par la catégorie de la population qu'il choisirait de faire passer à la caisse en priorité, de manière à ne pas trop froisser sa base électorale en sachant que de toute façon, tout le monde finira par payer d'une manière ou d'une autre pour permettre à la finance de recevoir son dû. Épisodement, les uns et les autres nous feront part d'une solution miracle pour maintenir le déficit sous contrôle en prétendant qu'il suffirait de faire payer davantage les riches, quoi que ça veut dire, ou de limiter l'immigration, ce qui dans un cas comme dans l'autre peut tout à fait s'entendre, mais ne suffit certainement pas à résoudre le problème posé. Ils nous expliqueront comment ils s'y prendraient pour trouver des milliards en tronçonnant l'État, sans même comprendre que ce faisant, ils ne feraient qu'abandonner le traitement palliatif que le système s'est lui-même trouvé pour masquer des défaillances structurelles dont ils n'ont absolument aucune conscience. Ou bien ils feront les fiers à bras en prétendant qu'il suffirait de ne pas payer la dette, mais sans jamais nous expliquer comment ils comptent réellement réaliser un tel exploit, sinon par une de ces solutions miracles déjà évoquées si avant. Mais au final, chacun à la fin rentrera dans le rang. Et s'il arrive au pouvoir à la faveur de l'instabilité actuelle, ce qui est possible, il continuera l'œuvre de destruction de l'appareil productif engagé par ses prédécesseurs. En parallèle, il viendra à son tour nous présenter un budget en déficit, mais avec quelques dizaines de milliards d'économies trouvées à droite ou à gauche, sans la moindre cohérence, sans la moindre vision, sans la moindre perspective, sinon celle de recommencer à nouveau un an plus tard dans un pays un peu plus pauvre, un peu plus fracturé et un peu plus instable politiquement. Alors, après Bayrou, ce sera le Cornu. Dans tous les cas, soyons assurés que les vrais décideurs ne sont pas Matignon et que tant qu'ils seront à la manœuvre, la crise dont nous ne subissons actuellement que les premiers effets ne risque malheureusement pas de se résorber. Donc, on le comprend là, malheureusement, il va être compliqué pour n'importe quelle politique de pouvoir sortir ce pays de cet abysse. Se dire qu'on pourrait arrêter de rembourser notre dette et de faire abstraction de nos créanciers, franchement, c'est pas possible parce que tout simplement, on aurait besoin forcément à un moment ou d'autre de faire des emprunts et là, il n'y aurait plus personne à vouloir nous prêter d'argent. Donc, la solution, c'est de développer notre tissu industriel et d'arrêter l'hémorragie. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des investissements colossaux. Mais alors, quelle industrie? Comment faire face à la concurrence chinoise qui est dopée par l'État, justement? Se pose alors la question de l'aide aux entreprises. Et là encore, effectivement, moi j'en ai déjà parlé, qu'il y a un argent colossal qui est donné aux entreprises. Je pense qu'il y a quand même des solutions, et ça, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, parce que c'est une question que je veux absolument aborder, parce que je pense qu'il y a quand même des moyens de faire les choses, des moyens de nous en sortir. Ça peut peut-être prendre du temps, mais on peut y arriver. On va pouvoir maintenant aborder la question de l'argent des Français. Où est passé l'argent des Français et quelle est la situation de chacun de nous? Comment ça se passe concrètement au quotidien? Et on va faire un lien entre ce que je viens d'aborder, ce qui s'est passé avec Bayrou, la chute du gouvernement et la chute du prochain gouvernement, et de ce lien qu'on a avec ses créanciers. Il y a une contradiction totale entre les chiffres présentés par les médias et ce que vivent les Français au quotidien. C'est-à-dire une pauvreté de plus en plus dramatique, ça c'est un fait. On l'a bien vu pendant les vacances d'été, où il n'y a que la moitié des Français qui sont partis en vacances, et ça c'est un signe terrible, et une autre partie qui a pu partir en vacances, mais qui a dû se serrer la ceinture. D'ailleurs, il y en a plein qui sont partis en Espagne, et ils ont pu voir à quel point il y avait une différence en termes de prix, ça, le gasoil, la nourriture, etc., les lieux de location. Et là, ils se sont vraiment régalés, on peut le dire, ceux qui sont partis dans ces pays-là. On a vu également une sorte de désamour des Français vis-à-vis de la restauration. En effet, il y a eu une baisse de la fréquentation des restaurants d'environ 15 à 20%. Selon la Banque de France, il y a entre 20 et 25 restaurants qui ferment boutique chaque jour. C'est dramatique.
des restaurants. En même temps, il y a eu tellement à se mettre sur le marché qu'il y a une telle concurrence qu'ils ne peuvent pas continuer. Mais quand même, les gens n'ont plus les moyens. Et on l'a vu dans les reportages à la télé, que certains se partagent un plat, qui n'arrivent même pas à se payer 2 plats alors qu'ils sont 2. Et là, on se rend compte qu'on est en 2025. En 2025, on a une pauvreté qui est terrible. Le secteur du tourisme, là, a été impacté parce que la consommation des Français a baissé. Alors bien sûr, il y a des régions qui sont sorties un peu mieux que d'autres, mais franchement, ça ne va pas. On le voit aussi dans des campings, qu'il y a des Français qui ont préféré prendre un terrain nu plutôt que de prendre un mobil-home. En même temps, quand on voit les tarifs, 800, 1000, 1200, 1500 euros la semaine, un mobil-home, c'est hallucinant. Fini les glaces, fini la restauration pour certains. Ils vont aller au supermarché, ils vont s'acheter des packs de glace, etc. Acheter chez Aldi, chez Lidl, etc. On peut aller un peu plus loin, on va parler de la pauvreté. La pauvreté frappe aujourd'hui entre 11 et 12 millions de Français. Vous vous rendez compte, c'est un Français sur 6. Alors la pauvreté, c'est pas celui que vous voyez à l'entrée du supermarché qui fait la manche. Non, non, ce sont des gens qui travaillent, des gens qui ont moins de 1300 euros pour vivre. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, qui au 15 du mois n'ont plus rien à manger, qui sont à découvert, qui ne peuvent pas faire face à un événement improbable comme une panne de frigo, une panne de voiture, etc. Ce sont des gens qui ne peuvent pas se chauffer. Les chiffres, 82% des Français ne peuvent pas épargner à la fin du mois. 79% doivent se serrer la ceinture, c'est-à-dire toute leur vie se serre la ceinture. 45% des Français ne partent pas en vacances. Les étudiants, par manque d'argent, 36% des étudiants sautent régulièrement un repas. C'est colossal. On voit aujourd'hui des files d'étudiants aller à des banques alimentaires, à la soupe populaire. Il y a même des étudiantes et des étudiants qui se prostituent. Ça, c'est une réalité. Et on est dans la France de 2025. D'accord? Donc, les chiffres de la précarité en France ne font que s'aggraver. Vous avez des gens qui ne mangent pas, qui sautent des repas, qui ne chauffent pas. Et on le voit bien en l'hiver, comment c'est terrible pour certains. On voit des chiffres hallucinants. Des personnes âgées, des retraités qui ne peuvent pas se chauffer parce qu'ils ont une retraite minable, misérable, alors que Bayrou voulait encore leur piquer de leur retraite. Ils se retrouvent dans des appartements, des maisons pleins d'humidité où les gens meurent de pneumonie, par exemple. Ça, c'est la réalité. Donc le froid tue aussi. Le froid tue dans notre pays en 2025. Mais une fois qu'on a parlé de cette pauvreté, de ces gens, de ce peuple français qui trime, eh bien, il se trouve que la France est une championne, quasiment la championne du monde, des prélèvements fiscaux, des taxes et compagnie. On est loin devant les pays européens. Au niveau de l'OCDE, on est vraiment tout en haut. La France est donc le pays qui taxe le plus les contribuables et les citoyens. On le voit avec la taxe foncière qui augmente chaque année. C'est une taxe qui augmente tellement que ça va en devenir un loyer mensuel. Vous imaginez, vous achetez une maison, vous dites je suis tranquille, eh ben non. Et vous dites encore, attendez, je paye. C'est pour avoir des services. Eh ben non. Vous avez des grandes villes où les poubelles ne sont pas ramassées. C'est hyper sale. Les routes sont dans un sale état. Sont totalement défoncées. Et c'est ça qui est incroyable. Et quand on regarde la richesse qui est produite en France, le PIB, eh bien, en quelques années, je crois en 5 ans, par tête d'habitant, le PIB est passé de 30 000 euros à 36 000 euros. Ça veut dire qu'on crée en moyenne par habitant plus de richesse. Si on fait un calcul à euro constant, c'est ce qui se passe. En 25 ans, on est passé à peu près à 1800 milliards d'euros à 2500 milliards d'euros en euros constants, donc jusqu'en 2024. Donc, quand on voit toute cette richesse, on se dit, mais où est passé ce pognon? On a d'un côté des gens qui crèvent, littéralement, crèvent de froid, qui crèvent de faim en France. L'hôpital est en faillite, l'école est en faillite, la police est en faillite, la justice est en faillite, nos routes sont dans un état catastrophique. Notre pays est en train de sombrer. Vous vous rendez compte qu'en 2020, la France ne se portait pas si mal que ça. Les aides sociales, il y en avait. La CAF, l'équivalent du RSA, tout allait bien. Vous alliez à l'hôpital, aucun problème pour se faire soigner. Et je ne parle même pas des années 2000. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Un pays qui est en train de s'effondrer sur lui-même. Et là, on se demande où passe l'argent. Où passe l'argent? Alors, on vous dit la sécurité sociale. La sécurité sociale est déficitaire, c'est la catastrophe. Cette année, on va être déficitaire de 4 milliards ou l'année prochaine, et que dans 5 ans, ça va être 10 ou 15 milliards.
Il faut savoir qu'en 2020, pendant la crise Covid, Macron a décidé d'aider les entreprises, avec ses fameux PGE, notamment. Mais pas que, il a fait d'autres propositions, d'autres aides. Et une partie de l'argent, une partie de cet argent-là, a été déplacée, et c'est aujourd'hui une branche de la sécurité sociale de rembourser ça. Actuellement, on a vu Macron, le ministre allemand, le ministre anglais, Meloni, etc., aller à la table de Trump avec Zelensky. Ils ont négocié, et là, les Européens ont accepté d'acheter pour l'Ukraine 100 milliards d'armement aux États-Unis. Ce qui veut dire que la France, d'après ce que j'ai vu, d'après les chiffres, c'est à peu près 18 milliards. D'où il sort ce pognon, 18 milliards. Macron veut aussi augmenter le budget de l'armée. Mais un truc de fou, un truc démentiel. On vous dit d'un côté qu'il n'y a pas d'argent, et de l'autre côté, on trouve du pognon pour l'armée. Mais s'il n'y avait que ça, pour moi, le plus gros scandale, il y en a deux. C'est l'argent donné aux entreprises, et je dis bien d'argent donné aux entreprises. Entre 211 milliards et 270 milliards d'euros. Il y a eu d'abord la commission sénatoriale qui a fait un gros travail. Et là, pour vous dire, les sénateurs de droite et de gauche, notamment un communiste. Même le sénateur de droite, il est tombé de sa chaise. Il a halluciné. Il n'y a pas un tableau pour vous expliquer où est l'argent. Rien. Les entreprises se sont gavées, même les entreprises voient l'argent arriver de partout sans qu'ils demandent parfois quoi que ce soit. Des millions, des dizaines, des centaines de millions. Je vois Carrefour, c'est 2,5 milliards d'euros, je crois, ou 2 milliards. Michelin, etc. Sanofi, ils se sont gavés. Et que des grosses entreprises, des grosses boîtes, des grosses PME, pas le petit patron du coin, pas votre coiffeur, pas le garagiste, etc. Non, que les grosses boîtes. 211 milliards d'euros. Il y a un livre qui vient de sortir justement sur cette gabegie. Et là, il parle de 270 milliards d'euros. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est le plus gros budget de l'État. C'est autant que le budget de l'armée, que le budget de la justice, que le budget de l'école. Et on peut encore faire d'autres choses. C'est hallucinant. L'autre scandale, c'est l'évasion fiscale. Mais comment c'est possible? Avec toute l'armée de fonctionnaires qu'on a, on ne peut pas choper ces gens-là, déjà. D'autre part, on a des politiques qui sont sous la coupe de milliardaires, bien évidemment, et qui travaillent pour ces milliardaires, et qui font des textes, etc., pour qu'il y ait des failles, afin que les experts comptables de ces grandes boîtes, de ces grands milliardaires, puissent trouver un moyen de détourner les impôts que ces patrons doivent, que ces grands milliardaires doivent à l'État français, puissent être détournés via des holdings qui sont créés à l'étranger. Mais on ne peut pas arrêter ça, c'est pas possible. On ne peut pas interdire, créer des lois qui interdisent, et si vous le faites, c'est la prison. Non, on ne peut pas. Certains vous diront parce que derrière ces milliardaires, il y a aussi des grandes banques, il y a aussi des gros assureurs qui ont prêté de l'argent à l'État et qui, eux, peuvent un peu faire la loi sur les politiques économiques de la France. Mais quand même. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait ce constat-là, c'est pas le tout de dire que ça va mal, que les Français vivent dans la pauvreté, que l'économie s'effondre. Alors, quelle solution? Moi, j'en vois deux. La première, ça concerne les entreprises. Plutôt que de donner de l'argent aux entreprises, comme ça, sans aucune contrepartie, on leur prête. Une fois que ça va bien, vous remboursez votre dette. Retour sur investissement. Alors, est-ce qu'il faut mettre un taux d'emprunt? Pourquoi pas? À la limite, 0,1, 0,2, 0,4%, 0,5%. Ça serait de l'argent qui rentrerait dans les caisses de l'État. Mais surtout, ces 200 milliards, 211, 270 milliards d'euros reviendraient à l'État français. Donc la dette, là, elle diminuerait. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec 200 milliards d'euros. Allez, une partie, c'est de l'argent qui est donné à perte. 210, 270, on ne sait pas. On va dire que l'État donne 270 milliards d'euros et qu'elle en récupère 200 milliards. Et vous remboursez votre dette. 200 milliards d'euros. Ensuite, il y a l'évasion fiscale, la fraude fiscale. On l'évalue, l'évasion fiscale, à peu près entre 40 et 50 milliards d'euros. Et la fraude, c'est à peu près 40 milliards d'euros. Et là, vous créez des lois qui empêchent
cette évasion fiscale. Une loi extrêmement dure, empêchant toute faille pour que des sociétés créent des holdings et aillent mettre leur argent pour éviter l'impôt en France. Ils veulent bien de la nationalité française, ils veulent bien de la sécurité sociale, ils veulent bien de la justice, ils veulent bien de l'hôpital, qu'ils payent leur impôt en France. Ils ont leur entreprise en France, ils payent l'impôt en France. Pareil avec les GAFAM, Google, Facebook, etc. Parce qu'on consomme du Facebook, on consomme du YouTube, etc., Amazon, etc. Ils payent l'intégralité de leurs impôts en France. D'accord? Et là, à peu près 100 milliards. 100 milliards d'euros. Vous en récupérez, vous n'allez peut-être pas récupérer les 100 milliards, mais 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros. 200 milliards des entreprises, vous remboursez votre dette. 50 milliards, vous investissez cet argent-là en France. Pour les hôpitaux, pour l'école, pour la justice, pour la police, pour nos routes, pour les départements. Vous vous rendez compte ce que vous faites avec 50 milliards d'euros? L'argent, il y en a en France. Il suffit d'aller le chercher. Après, on peut parler de faire des économies. Parce qu'effectivement, il y a aussi de l'argent gaspillé. Moi, je suis fonctionnaire et je vois de l'argent gaspillé. Je vois des choses. Quand vous voyez que dans un établissement, l'année dernière, on change les lumières et que cette année, on recommence. Parce que la ville a fait un marché et qu'il faut changer tous les luminaires de la ville. C'est un exemple. Vous voulez passer des commandes. Vous ne pouvez pas le faire sur Internet. Il faut passer par des sociétés dont le prix est faramineux. Vous voulez acheter une machine à laver. Il faut acheter une machine pro. C'est 15 000 €. Alors qu'on peut largement acheter une bonne machine à laver en magasin, quitte à la remplacer tous les 4 ans, 5 ans. Eh ben non. Et ça, c'est à l'échelon d'une petite ville. Imaginez cet argent-là gaspillé à l'échelon de la nation. Il y a de l'argent gaspillé en France, c'est certain. Mais l'essentiel, on le trouve au niveau des entreprises. Cet argent qui est donné, sans contrepartie, à l'évasion fiscale et à l'optimisation fiscale. On attaque ça, et ben je peux vous assurer que la France ira beaucoup mieux. Donc quand j'entends dire qu'il n'y a pas de solution ou que la solution c'est de taxer les Français, de leur imposer encore plus de taxes, d'impôts, de leur réduire tous les acquis, on a voulu enlever 2 jours fériés, c'est cette contribution aux médicaments, passer de 1 à 2 €, la non-indexation des retraites sur l'inflation, tout ça encore pour faire des économies sur le dos des Français, de ceux qui travaillent ou de ceux qui ont travaillé. C'est purement scandaleux. Il est là le pognon, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas pour ceux qui sont au RSA ou ceux qui sont au chômage. On est en train de dire que c'est eux les profiteurs. Non. Ceux qui profitent de l'argent, ce sont les plus riches. C'est ceux à qui on a supprimé l'ISF, où on a fait plein de systèmes pour qu'ils payent moins d'impôts. C'est eux qui se gavent sur le dos des Français. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous demande de partager, de liker, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!